Sud Radio, le débat du samedi. Et dans le débat du samedi, nous retrouvons le politologue Luc Gras. Bonjour Luc Gras. Bonjour Laurence. Et nous retrouvons le journaliste politique qui est plutôt dans le débat du dimanche, ce qui sera le cas aussi demain. Bonjour Yoann Gillet. Bonjour Laurence, bonjour Luc. Alors, bonjour Yann. On va commencer à débattre, messieurs, sur ce sujet concernant l'allocation d'autonomie universelle pour les jeunes en formation et les étudiants précaires que demande l'UNEF. En tout cas, ça ne semble pas du tout faire l'unanimité chez nos auditeurs. Rappelons que l'UNEF a publié cette semaine une enquête sur le coût de la vie étudiante qui va donc, comme le disait Laura Pierre, va augmenter à la rentrée 6,4%, soit plus que l'inflation, ce qui représente un budget supplémentaire de 428 € pour l'année. Rappelons que depuis la crise du Covid, 33% des étudiants français renoncent à se soigner faute de moyens. Alors avant de revenir sur cette proposition d'allocation, pour l'UNEF en tout cas, la précarité des jeunes n'est toujours pas une priorité du gouvernement. Est-ce que c'est votre avis? Je commence par vous, Luc Gras. On ne peut pas dire ça. Le gouvernement réfléchit depuis un certain temps et ce sujet-là du revenu universel est un sujet qui anime les débats depuis longtemps. On ne peut pas dire ça. C'est une posture politique pour se mettre en opposition. Non, je ne crois pas. Sur le fond du sujet, si vous le voulez bien, oui. Je crois que le revenu universel est un sujet intéressant, mais il ne faut pas que ce soit une mesure catégorielle. On ne peut pas parler de revenu universel exclusivement pour les étudiants. Le revenu universel, à mon avis, prend place dans une société de régénération de la citoyenneté, où on considère que chacun a le droit de pouvoir vivre décemment. Et non, ça ne doit pas être une mesure voiture-balai pour récupérer les uns et les autres, et puis essayer de remettre un placebo. Donc oui, le débat est intéressant, il mérite d'être posé. On remonte à Voltaire. Voltaire en parlait déjà à sa manière, John Locke, etc. Donc vous voyez, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait pour faire société ensemble? Le problème, c'est que le revenu universel, c'est un nouveau droit et il ne peut pas aller sans le devoir de la citoyenneté. Alors, il y a pas mal de messages d'auditeurs à ce sujet perplexe qui nous écrit « Je serai pour une allocation universelle à vie pour tous et à partir de 18 ans ». Votre avis sur ce sujet, Yoann Gillet? C'est très compliqué parce que ça recoupe en fait plein de questions de société, exactement comme le dit Luc. Et il faudrait tout reposer sur la table parce que c'est pas une mesurette comme ça qui va permettre effectivement de résoudre les problèmes. Il faut regarder en profondeur effectivement le rapport à la citoyenneté, le rapport à la contrepartie, le rapport à la dépense publique, où on en est. Est-ce qu'on est en train de dépenser en faisant ça ou est-ce qu'on investirait sur l'avenir de notre société parce qu'on penserait que la jeunesse c'est l'avenir? Alors bon, juste par rapport à ce gouvernement, est-ce que c'est la priorité ou pas? On part de loin quand même. En 2017, il faut bien se souvenir que la députée Aupetit avait dit que, au moment de la suppression de 5 €, vous savez, la diminution de 5 € des APL, elle avait dit si vous commencez à pleurer pour 5 €, donc on voit bien quel était le degré de déconnexion de certaines et de certains quant à la réalité étudiante. 5 €, c'est beaucoup pour un étudiant, bien sûr. Donc on part de là quand même comme prisme, si vous voulez. Donc aujourd'hui, effectivement, ça ne m'étonne pas que ce revenu d'autonomie universelle, cette allocation d'autonomie universelle, elle fasse pas forcément tout de suite des heureux du côté du gouvernement, qu'il n'y ait pas beaucoup d'adeptes de cela. Moi, globalement, qu'est-ce que je regarde les étudiants d'où ils partent là en ce moment, ils se sont quand même tapés le Covid, ce qui était quand même pas rien comme épreuve pour eux. Ils se tapent une inflation qui est incroyablement forte et des conditions aussi, j'ai envie de dire, de perspectives d'avenir qui sont pas hyper réjouissantes dans une Europe en plus où la guerre gronde aux portes de l'Europe et où le chômage est quand même somme toute très important. On parle d'éco-anxiété, qui est plus palpable justement chez les jeunes qui ont du mal à se projeter, c'est sûr. Absolument. Donc, j'ai évidemment moi très envie qu'on investisse dans notre jeunesse et qu'on prenne le pari de la jeunesse. Après, il y a beaucoup de notions. J'écoutais la présidente de l'UNEF. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de notions là-dedans. C'est qu'à la fois on dit qu'il faut qu'il y ait ce revenu qui permette de vivre décemment, qui soit calculé sur le seuil de pauvreté. On dit qu'il faut pas prendre les jeunes faut pas les infantiliser, faut les prendre pour des adultes. Mais en même temps, les adultes, eux, n'ont pas ce confort. Si vous voulez, si les adultes veulent faire des études, eh bien c'est en plus du boulot dans la journée. Donc ça, c'est la réalité des adultes. Donc est-ce qu'on reste jeune? Est-ce qu'on est adulte? Il y a aussi un problème d'identité derrière tout ça qui est posé, une question d'identité. Moi, je pense en tout cas effectivement, comme Luc Gras, qu'il faut étudier très sérieusement la question, mais regarder dans sa globalité, pas juste la question du revenu de cette allocation, qui est en fait une combinaison. Vous savez, cette allocation de la proposition de Benoît Hamon en 2017 du revenu universel, et puis de l'allocation que voulait proposer
proposé Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu une combinaison de ces deux choses-là qui avait été défendue par Libération à l'époque d'ailleurs, dans une tribune dont je me souviens. Ouais. Pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, la présidente de l'UNEF dénonce effectivement cette infantilisation de la jeunesse et en disant il y en a marre, faut en finir avec cette société qui considère que c'est normal qu'un étudiant galère pour boucler ses fins de mois et que ça forge sa personnalité. Ça vous fait réagir, Lugras ? Oui, ça me fait réagir parce qu'elle a raison. Les étudiants, c'est très important. C'est l'avenir de la nation. Mais il y a aussi les chômeurs en fin de droit. Il y a aussi les précaires. Enfin, bref, on peut envisager ce sujet-là du revenu universel. Il porte bien son nom d'ailleurs. Oui. Revenu universel sans revisiter toute la citoyenneté. C'est-à-dire que la question, c'est oui à plus de droits dans notre société et qu'au moins chacun puisse exister, voire subsister, mais au moins ça doit avoir une contrepartie, c'est la citoyenneté. Parce que si on va tout le temps vers des nouveaux droits et sans jamais de devoirs, et c'est assez curieux parce que en 2022 en France aujourd'hui, ce sont les mêmes qui veulent toujours plus de droits et toujours moins de devoirs. Et donc là, il y a quand même il y a un problème. Il faut une cohérence. On ne peut pas revendiquer sans participer à la citoyenneté. C'est votre avis aussi, Yohann Gillet ? Oui, alors après, oui, bien sûr. Alors après, je ne sais pas forcément comment on va évaluer la citoyenneté des étudiants. Ça, c'est quelque chose de compliqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je crois qu'il est très important déjà de sortir de l'idéologie. Il y a quand même pas mal d'étudiants qui disent attention, les études, c'est pas forcément fait pour être professionnalisant, il n'y a pas de nécessité d'être qualifiant. Étudier, c'est une chance, avoir des étudiants. Oui, justement, ça devient peut-être un luxe pour de plus en plus un luxe avec l'université ou des écoles, écoles privées à plusieurs vitesses, avec ce. Moi, je suis désolé, j'espère que je vais pas faire trop réac. J'ai jamais considéré, sauf quand les travaux sont évidemment extrêmement pénibles, mais globalement, je ne considère pas par essence le monde du travail comme quelque chose d'affreux. Alors on va me dire que c'est parce que j'ai eu la chance de faire. Non, mais bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, j'enseigne dans l'enseignement supérieur. J'ai beaucoup, notamment d'étudiants qui sont en alternance. Ce que je trouve être un excellent principe, c'est-à-dire une semaine d'études, 3 semaines de travail qui permet d'éprouver tout de suite ce que l'on apprend, voir si ce que l'on apprend est effectivement corrélé à une réalité. Et ça, je trouve ça, par exemple, excellent. Et en plus, qui permet aux jeunes d'avoir un revenu. Donc déjà, moi, je suis pour qu'on aide les jeunes, mais ce que je veux aussi, c'est qu'en amont, on sorte de l'idéologie. C'est-à-dire que travail égale oppression, que monde du travail égale oppression. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, effectivement, moi, je serais pour le fait qu'on arrive à mettre en place un revenu qui permette aux étudiants de s'assurer une espèce de sérénité d'études, à condition bien sûr par contre d'une présence, parce qu'on a tous été étudiants, moi le premier, et dire que par essence, d'abord il n'y a pas un profil de jeune, il y a plein de profils de jeunes différents, et dire que par essence le jeune ne peut pas être infantilisé, moi je peux vous dire que dans des écoles en plus qui demandaient de bûcher pour avoir des concours, nous dans l'école de journalisme on était 30 et il y en avait 1500 qui passaient le concours, il y en a qui trouvaient quand même le moyen de ne pas venir en cours, alors que d'autres auraient adoré être à leur place. Donc je pense qu'il faudrait dans ce cas-là des garde-fous pour vérifier la présence. Seulement à l'université, il n'y a pas de garde-fous puisque vous êtes dans des amphithéâtres par exemple. Donc ça c'est une vraie problématique. Pour terminer rapidement, Lugras, sur la notion de valeur travail qui résonne peut-être moins pour les jeunes générations d'aujourd'hui. C'est intéressant, mais justement par rapport aux travailleurs, moi je pense aux travailleurs. Et je me dis qu'il ne faudrait pas que cette mesure catégorielle, le revenu d'autonomie étudiant, se développe, soit mis en place par des bobos pour les fils de bobos et que ça devienne finalement une trappe à la pauvreté. Et alors bien sûr, le rapport au travail a changé aujourd'hui, mais le bon angle, c'est la motivation. C'est donc de mettre en place un système éducatif. Et vous le savez, j'ai enseigné pendant 10 ans aussi à la faculté, donc je connais le sujet, des mauvaises orientations scolaires, c'est-à-dire et estudiantines. C'est-à-dire qu'il faut absolument travailler en amont qu'est-ce qui motive les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pour qu'ils puissent après, évidemment, appréhender leur propre cursus pour aller vers la réussite. Donc l'enjeu, c'est plus au niveau de la motivation qu'au niveau de la prise en charge d'une catégorie qui souvent, et les chiffres le montrent aussi, les étudiants appartiennent souvent aux classes sociales supérieures, pas toujours, mais souvent. Et donc, il ne faut pas que ce soit une trappe à pauvreté pour les fils de bobos. Il faut aller vers une meilleure motivation des étudiants et là, mettre le paquet là-dessus. Lugras et Yohann Gillet, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants et on va parler d'un autre sujet forcément qui fait la une cet été, notamment autour du phénomène des rodéos urbains et du sentiment d'impunité. Tout de suite, Sud Radio, il est 9h15. Sud Radio, le débat du samedi. Et
9h18, c'est la suite de notre débat avec le politologue Luc Gras et le journaliste politique Yoann Gillet. Autre sujet à débattre, on n'a jamais autant parlé de rodéo sauvage, d'attaques contre les pompiers, de pyromanes, de refus d'obtempérer. C'est une question qu'on s'est posée tout à l'heure, il y a une heure, avec le sociologue Serge Guérin, et j'aimerais avoir votre ressenti. Est-ce que la société française est-elle devenue plus violente, ensauvagée, pour reprendre des termes qu'on connaît? Est-ce qu'il y a plus d'insécurité ou plus de sentiment d'insécurité? Quel est votre ressenti à vous, Luc Gras? Alors ça, la réponse est assez claire. Il n'y a pas forcément plus d'insécurité, mais il y a une augmentation claire du sentiment d'insécurité qui est corrélé au fait qu'on est dans une société, bien sûr, en évolution, où on a sur chaque sujet des solutions de plus en plus efficaces, sauf sur le problème de la sécurité. Le problème de la sécurité, il est là. Donc tout ce qui est manifestation, donc les rodéos urbains, c'est quand même assez intéressant parce qu'il faut se demander pourquoi. Hein, et donc c'est ça qui est intéressant derrière. Donc c'est manifestement une jeunesse. Et pourquoi? Alors pourquoi? Alors parce que elle veut cette jeunesse. Écoutez, historiquement, c'est amusant parce que les rodéos, c'était discipliner des chevaux pour leur rendre une utilité sociale. Aujourd'hui, les rodéos urbains, c'est le paradoxe, c'est complètement le contraire. C'est l'indiscipline qui vient se confronter, se choquer au modèle social. Pourquoi? Parce que la jeunesse, historiquement, s'est toujours construite dans la confrontation. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas condamner les jeunes qui font des rodéos urbains. Il faut condamner ces pratiques qui sont dangereuses et qui mettent en danger, on l'a vu, et même créent des morts. Ah bah oui. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Il y a d'autres moyens pour la jeunesse de se confronter. Dans la croissance de la jeunesse, il est évident qu'elle doit se confronter. Avant, rappelez-vous, chaque année, il y avait les manifs contre le ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'il y avait une opposition, qu'il soit de droite ou de gauche, tout le monde est descendu dans la rue pour manifester contre De Vaquet, contre Debré, contre ceci, contre ça, parce qu'il y a possibilité à ce moment-là d'exprimer sa propre personnalité. Est-ce que c'est nécessaire de faire des rodéos urbains? Je ne crois pas. On peut, si on aime la moto, on peut faire de la moto dans des conditions plus sécurisées. On peut faire du sport. Voilà. Donc faut pas rejeter les jeunes qui font des rodéos urbains. Faut essayer de comprendre pourquoi ils font cela et peut-être leur proposer justement dans cette fameuse citoyenneté. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté? Ce sont des droits et ce sont des devoirs, de prendre leur place dans la société progressivement. Mais encore une fois, c'est une évolution normale de la jeunesse, à un moment de vouloir se distinguer. On va pas condamner, rappelons qu'effectivement il y a un Afghan de 27 ans qui a été tué par balle par des jeunes dimanche à Colmar, alors qu'il leur demandait juste de faire un peu moins de bruit avec leur scooter. Quelle est votre vision de ce phénomène en bande qui n'est pas nouveau, ces rodéos urbains de plus en plus violents, Yoann Gillet? Oui, c'est pas nouveau. Je crois qu'en 2021, il y a eu près de 27 000 interventions policières liées à ces questions de rodéo urbain. Donc c'est pas anecdotique, 27 000 interventions. Ah oui. Par ailleurs, il n'y a pas besoin d'être riche ou pauvre pour comprendre que rouler à fond en ville en faisant des dérapages avec une voiture ou sur une moto, ça peut tuer des gens. Donc ce sont des attitudes qui sont absolument irresponsables. Je serais à la fois d'accord, enfin, je suis pas d'accord dans le sens où on dit qu'il faut pas culpabiliser ces jeunes. Si, je suis désolé. La transgression, je comprends. L'ennui, effectivement, dans des quartiers, parce la France est responsable d'une chose, c'est qu'elle a organisé le phénomène de ghettoisation, et forcément ça n'est pas sans conséquence, évidemment. Donc, contrairement à ce que disait Nicolas Sarkozy, qui disait à force d'expliquer l'inexplicable, on finit par excuser l'inexcusable, je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase. On peut expliquer des phénomènes sans pour autant les excuser. Expliquer, c'est comprendre pour agir sur un mécanisme. Donc, oui, il faut condamner très sévèrement ceux qui font des rodéos urbains et qui manquent à chaque seconde de tuer un jeune gamin ou un adulte, etc. C'est inadmissible. Tout le monde est capable de se rendre compte. Faut pas là pour le coup infantiliser les jeunes. Les jeunes ont le cerveau pour se rendre compte qu'ils peuvent non seulement se tuer eux-mêmes, mais tuer les autres chaque seconde. Après, de quoi est-ce que tout cela est-il le nom, si je puis dire? Eh bien, c'est le nom d'une république qui effectivement n'arrive plus à affirmer ses valeurs. Des fois, elle est dans un excès d'autorité parce qu'elle a elle-même d'ailleurs perdu sa boussole et les valeurs qu'elle devait transmettre. Il n'y a plus de projet républicain, il n'y a plus d'épopée républicaine. Les générations nouvelles ont du mal à se projeter pour qu'en plus on soit fils ou petit-fils d'immigrés, on comprend plus du tout où est notre place. Là encore, est-ce que ça excuse? Ça n'excuse pas, mais ça explique un certain nombre de choses. Dans les quartiers ghettoisés, qu'est-ce qui se passe? Il faut effectivement s'occuper, mais il faut s'occuper aussi en prenant en compte le phénomène
de bandes d'affirmation sociale. Moi, j'ai grandi dans des quartiers, on va dire, qui étaient ce qu'on appelait des quartiers chauds, ou en tout cas qui n'étaient pas tout à fait tranquilles. J'entendais toujours le dire, faut être un bonhomme, faut être un bonhomme. Un bonhomme. grand âge, quoi. Faut être un bonhomme, Ouais. absolument, faut être un bonhomme. Et pour être un bonhomme, faut faire des démonstrations testostéronées, d'adrénaline, faire une roue arrière à fond, Le c'est montrer virilisme qu'on dont n'a on pas parle. peur. Oui. Une forme de virilisme. Donc, il y a un problème global de modèle de société, d'intégration dans la société, de réussite et de démonstration par autre chose, effectivement, par l'affirmation de la testostérone. Donc, il y a tout un projet global de société et les rôles urbains ne sont qu'un de ces phénomènes de marginalisation, de manifestation de la marginalisation, notamment dans ces ghettos sociaux. Voilà. Bon, c'est un très vaste sujet, quoi. Oui, très, bien très sûr. vaste, bien sûr. Mais justement, vous parliez d'autorité républicaine ou voilà, et policière. On sait qu'il y aurait 70 refus d'obtempérer par jour lors d'un contrôle policier, c'est-à-dire toutes les 30 minutes en France. Il y a un rejet de l'autorité au sens large du terme, on peut dire. Luc Gras, tiens. Alors, évidemment, vous savez, en 68, l'un des slogans qui a fait le plus Flores, c'est « il est interdit d'interdire ». Ah oui. Mais on le paye aujourd'hui parce que c'est la faute de ces salauds de 68 arts, Luc Gras. Non, il y a eu des choses bien en 68. Il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. En 68, en disant « il est interdit d'interdire », on a enlevé à toute une jeunesse la possibilité de se construire sur les interdits. C'est en se confrontant. Et c'est pareil dans le débat d'idées. C'est dans le débat d'idées qu'on arrive à retrouver des idées plus consensuelles parce qu'il faut se confronter. On a interdit d'interdire. Donc on a supprimé on supprime les diplômes, on supprime le service militaire, on supprime tous les moments qui font catharsis dans la société pour devenir un adulte. Donc il y a un moment, on est forcément dans une situation où les jeunes n'ont pas d'interdit, ils vont plus loin. Donc évidemment, qu'il soit clair, dans ma pensée, je condamne les rodéos urbains bien sûr. Parce que c'est une manifestation absolument insupportable d'incivisme. Mais j'essaye d'expliquer, comme le disait Johan tout à l'heure, il faut expliquer à la racine. Il y a des mômes qui sont lâchés dans la nature, qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus d'objectifs scolaires, qui n'ont plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? On réinscrit la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est aussi la morale citoyenne. Ouais. Et donc, à partir de là, il faut absolument qu'on réagisse en amont. Il faut arrêter d'avoir des instituteurs qui vont se cacher derrière leurs petits doigts pour apprendre les valeurs civiques. Oui, il faut apprendre qu'il y a des droits, il y a des devoirs dans la République française. Le mot de la fin, très rapidement, Johan. Très rapidement, effectivement, aujourd'hui, on a un véritable problème. On est passé, pour moi, de il est interdit d'interdire, il est interdit d'interdire les interdits. On le voit aussi notamment avec la question religieuse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France a à la fois honte d'une partie de son histoire, tout en voulant s'attacher à cette histoire. Donc, on a du mal finalement à trouver notre place entre générosité, modèle généreux, modèle français très généreux, et fermeté obligatoire. Donc, on ne sait plus où on va et on laisse donc de fait un vide que chacune et chacun teste, occupe à sa manière et on va dire éprouve. Et donc aujourd'hui effectivement il faut remettre à la base, c'est-à-dire l'éducation, la notion de citoyenneté, mais ça nécessite un entrisme républicain. Le problème c'est qu'aujourd'hui quand on parle d'éducation, beaucoup de gens entendent dans leur tête rééducation. Vous savez, à la régime totalitaire, l'éducation, il n'y a rien de plus beau parce que c'est ce qui rend libre. Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Donc il faut rentrer dans les familles, rentrer dans les foyers, rentrer dans les écoles, responsabiliser et pourquoi pas remettre du commun plutôt que de laisser entrer la nouvelle religion qui est la consommation au sein de l'école. Déjà, concentrons-nous sur le fait d'apprendre et d'apprendre en commun plutôt que chacun d'avoir une revendication individuelle. Là, il y a de l'ordre à remettre là-dedans. Et ouais, il y a du boulot. Merci beaucoup, Johan Gillet. On vous retrouve demain pour le débat du dimanche avec François-Olivier Gisbert à la même heure. Merci beaucoup, Luc Gras. On vous retrouve samedi prochain, j'espère. Allez, en vous souhaitant un bon week-end. Allez, à suivre dans quelques instants la petite philo de l'été avec Vincent Cespedes. On va parler justement de d'éco-anxiété. On en parlait tout à l'heure. Sud Radio, il est 9h27.